Dans les sports de combat, avant même le premier coup échangé, il existe un combat bien plus silencieux. Celui contre la balance, le weight cutting. Un rituel cruel, devenu presque un passage obligé pour la majorité des combattants de MMA. Se priver d'eau, d'aliments, forcer son corps à ses limites biologiques pour bénéficier d'un avantage de poids, de puissance, de résistance. Mais derrière cette quête d'avantage se cache une spirale infernale aux conséquences parfois irréversibles. Aujourd'hui, sur Art et Violence, nous allons explorer l'un des aspects les plus sombres du MMA moderne. Comprendre pourquoi le weight cutting est devenu un pilier du sport, comment il est réalisé, quels risques il engendre, et pourquoi il est si difficile à éradiquer malgré les scandales et les drames. Bienvenue dans le poids de la survie, l'enfer du weight cutting en MMA. Attention, petit disclaimer, cette vidéo a pour but d'informer et de sensibiliser. Ne tentez jamais un weight cutting sans suivi médical ou professionnel. Dans un sport aussi brutal que le MMA, chaque détail compte. Chaque kilogramme de plus peut transformer un échange en une domination. Le principe du weight cutting est simple en théorie, perdre temporairement du poids, principalement de l'eau, pour descendre dans une catégorie inférieure lors de la pesée, puis récupérer ce poids en se réalimentant et en se réhydratant massivement avant le combat. Résultat, le soir du combat, certains combattants pèsent entre 10 et 20 kg de plus que leur poids officiel. Ce gain de masse offre des avantages majeurs. Plus de puissance de frappe, plus de résistance au coup, supériorité en grappling et en contrôle physique. Des combattants comme Conor McGregor en featherweight, Henry Cejudo en flyweight ou Khabib Nurmagomedov ont utilisé le cutting pour écraser leur adversaire dans leur prime. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est la souffrance, le sacrifice et les risques extrêmes qu'implique ce processus. Derrière chaque avantage acquis se cache une dette physiologique que beaucoup payent au prix fort. Derrière le sourire forcé lors de la pesée, la réalité est brutale. À court terme, une déshydratation sévère, perte de 5 à 10% du poids corporel en eau, entraînant baisse de la pression sanguine, arythmie cardiaque ou une syncope. Il y a une crise rénale aiguë, les reins n'arrivent plus à filtrer correctement, augmentant le risque d'insuffisance, ou bien encore un risque cérébral, le cerveau privé d'eau se rétracte légèrement dans la boîte crânienne, augmentant la vulnérabilité aux commotions. Les drames sont là pour le rappeler, comme Leandro Souza qui est mort en 2013 alors qu'il tentait de perdre 15 kg avant son combat, ou Yan Jianbing qui est décédé en 2015 d'un arrêt cardiaque après un weight cut extrême au One Championship. A long terme, cela crée une insuffisance rénale chronique, un dérèglement hormonaux majeur et un risque accru au CTE. Psychologiquement, le weight cutting dévaste. Il y a une obsession du poids, des troubles alimentaires, un stress chronique. Paddy Pimblett a avoué souffrir de comportements alimentaires compulsifs liés à ses exigences extrêmes. Le weight cutting n'est pas qu'un moment pénible, c'est un tueur silencieux. Un weight cutting réussi ne s'improvise pas. Il se prépare méticuleusement sur plusieurs semaines. La phase 1, l'ajustement alimentaire, J-14 à J-7. La réduction progressive des glucides pour vider les réserves de glycogène, la suppression du sodium pour limiter la rétention d'eau, et une alimentation stricte, protéines maigres, légumes verts, pauvres en fibres. La phase 2, le waterloading, de J-7 à J-1. J-7 à J-5, 8 litres d'eau par jour. J-4, 6 litres. J-3, 4 litres. J-2, 2 litres. J-1, moins de 500 ml. Le but est de forcer le corps à évacuer l'eau en excès, même lorsqu'on réduit la consommation. La phase 3, la déplétion de glycogène et des fibres. Il y a une suppression totale des féculents et une réduction drastique des fibres alimentaires à J-5 et J-2. Enfin, la phase 4, le cut final, celui qu'on connaît tous, la veille de la pesée. C'est-à-dire le sauna sec, les bains chauds, le suite-suite, une séance de 15 à 20 minutes suivie de 5 minutes de repos, des pesées régulières pour ajuster les efforts. Chaque gramme devient crucial, certains combattants perdent jusqu'à 5 à 8 kg dans les 24 dernières heures. C'est un processus méthodique, brutal et sans la moindre place pour l'improvisation. Mais alors, une question se pose. Peut-on en finir avec le weight cutting? Depuis des années, les tentatives pour limiter le weight cutting se multiplient. Les solutions proposées sont les tests d'hydratation avant la pesée, comme par exemple le One Championship, les pesées le jour même pour empêcher la reconstitution hydrique massive, une création de nouvelles catégories comme les 165 et les 195. Mais les limites de ces solutions sont par exemple les tests d'hydratation qui peuvent être contournés avec de l'eau distillée ou une manipulation de l'urine, la pesée des combattants le jour du combat limite la récupération mais peut également les exposer à d'autres risques, et plus de catégories dilueraient les divisions et compliqueraient la promotion des événements. Le vrai changement doit être culturel, valoriser ceux qui combattent à leur poids naturel et non ceux qui martyrisent leur corps pour quelques kilos de plus. Car tant que le poids sera vu comme une arme plutôt qu'une simple catégorie, le problème du weight cutting continuera d'empoisonner le MMA. Si le weight cutting continue de régner dans le MMA malgré sa dangerosité flagrante, c'est parce qu'il s'est adapté et a donné naissance à ses propres dérives, encore plus insidieuses. Tout d'abord, il y a la manipulation des tests, un art maîtrisé avec l'introduction des tests d'hydratation. Beaucoup espéraient une révolution, mais rapidement, combattants et équipes ont appris à contourner les règles. Avec l'ingestion d'eau distillée pour rendre artificiellement l'urine claire, uriner avant le cutting final pour conserver une urine propre, retenir l'urine jusqu'à la pesée pour présenter un échantillon acceptable, et utilisation de compléments naturels pour ajuster la densité urinaire. Comme le souligne le docteur Olivier Barlet,
Ces tests censés protéger les combattants sont d'une simplicité affligeante à contourner pour qui connaît un minimum la physiologie humaine. Le business du weight cutting est également une économie parallèle. Autour du cutting, il y a une industrie lucrative qui s'est développée. Des nutritionnistes spécialisés, uniquement dans les pertes extrêmes, facturant plusieurs milliers d'euros par camp. Des coachs d'hydratation express pour optimiser la récupération sans provoquer de déséquilibre digestif, et une vente de saunas portables, baignoires, professionnels mobiles et équipements médicaux spécifiques. Aujourd'hui, certains combattants investissent autant dans leur cutting que dans leur camp d'entraînement traditionnel. Il y a également une pression économique et culturelle, car chaque échec à la balance est une menace économique. Il y a tout d'abord une perte de la bourse de combat, une risque d'annulation d'événements et une dégradation de l'image publique. Résultat, même les promoteurs bien conscients des risques ferment souvent les yeux pour éviter des pertes financières. La culture du fighter qui endure tout reste glorifiée. Des cicatrices invisibles sur la santé mentale en jeu. Au-delà des reins, du cœur et du cerveau, c'est l'âme des combattants que le cutting ronge. Il y a un développement de troubles du comportement alimentaire, anorexie fonctionnelle ou binge eating, une dysmorphie corporelle sévère et un traumatisme psychologique profond. Et très souvent, c'est à la retraite que les conséquences explosent au grand jour. Nous allons maintenant parler du cas du One Championship. Est-ce une vraie révolution ou bien une illusion? En 2015, après la mort tragique de Yang Jianbing, le One Championship a promis une révolution, éliminer les cotes extrêmes. Le système instauré par le One était un test d'hydratation obligatoire à chaque pesée, les combattants pesaient plusieurs fois avant et après l'événement, et une interdiction formelle de combat déshydraté. Sur le papier, un modèle à suivre, mais en pratique, les failles ont déjà été révélées. Des études indépendantes, notamment par le docteur Olivier Barlet, ont montré que les tests d'urine par densité spécifique sont très faciles à manipuler, le nombre de combats avec échec de pesée reste élevé après l'introduction du système, et le taux de miss a même doublé après l'interdiction d'IVS, preuve que beaucoup dépendaient encore d'outils de reconstitution artificielle. Même Rich Franklin, ambassadeur du One, a admis dans plusieurs interviews que des combattants trichaient malgré toutes les bonnes intentions. On est donc sur un progrès, mais loin d'une solution miracle. Le One a initié un changement majeur, mais tant que l'enjeu sera aussi élevé et tant que le gain physique d'un cutting réussira sera aussi énorme, les combattants chercheront à tricher. Le système actuel est un pas dans la bonne direction, mais pas encore la réponse définitive au problème. Comme on le sait et on l'a déjà vu à plusieurs reprises, si un système existe, il sera contourné. Voici comment certains fighters arrivent à passer les tests d'hydratation sans être réellement hydratés. Tout d'abord, il y a les techniques de triche les plus utilisées. Boire de l'eau distillée en diluant le sang sans reconstituer les électrolytes, le test d'urine est faussé, affichant une hydratation artificielle. Uriner avant le cutting, en urinant avant la déshydratation finale, il conserve une réserve d'urine acceptable pour le test. Également retenir l'urine, le combattant retient cette urine propre jusqu'à la pesée officielle, et des diurétiques naturels, en contournant les interdictions strictes, certains utilisent encore des plantes ou substances discrètes pour expulser rapidement de l'eau. Tout cela est un cercle vicieux dangereux. En rendant les tricheries plus complexes mais toujours possibles, on pousse les athlètes à prendre encore plus de risques physiologiques pour garder l'avantage. Au-delà des risques immédiats sur les reins ou le cœur, le cutting laisse des séquelles mentales durables. Tout d'abord avec des troubles alimentaires, qui est une réalité massive. Beaucoup de combattants développent une anorexie fonctionnelle entre les combats, obsession maladive de la balance, le binge eating après les combats, prise de poids massive et incontrôlée, et une obsession du miroir et dysmorphie corporelle aiguë. L'exemple frappant est Paddy Pimblett, qui a avoué publiquement avoir développé une véritable addiction post-fight. Mais tout cela crée un stress post-traumatique discret mais présent, avec les flashbacks des pires weight cuts, des crises d'angoisse à l'approche des pesées et une culpabilité alimentaire constante. À cause de cela, certaines carrières sont écourtées prématurément. Le corps humain ne peut supporter éternellement. Des variations extrêmes de poids, des déshydratations successives et des carences hormonales à répétition. Beaucoup de carrières s'effondrent brutalement sans que les fans ne comprennent vraiment la cause. Même les plus grandes stars comme McGregor, après sa période en featherweight, n'ont jamais complètement retrouvé leur physique d'origine. Alors, existe-t-il un bon weight cutting? Lorsqu'on évoque les dangers du cutting, une question revient souvent. Existe-t-il un moyen de le faire correctement, sans mettre en péril la santé des combattants? La réponse est nuancée. Dans l'idéal, un cutting acceptable repose sur plusieurs règles strictes. Une préparation étalée sur 4 à 6 semaines minimum, avec un suivi régulier. Pas plus de 5% du poids corporel perdu dans les 24 heures précédant la pesée. Une optimisation progressive avec la réduction douce de calories, l'élimination contrôlée du sodium et du glycogène, sans recours extrême à la déshydratation rapide. Un suivi médical complet, avec l'analyse sanguine, les tests de bioimpédance pour surveiller l'hydratation et la masse corporelle. Il faut un recours minimal au sauna ou au bain chaud, uniquement en cas de besoin, et sous supervision. Un bon cutting repose donc sur l'anticipation, la progressivité, et surtout le respect du seuil de dangerosité biologique. Malheureusement, très peu de combattants peuvent se permettre ce luxe. Les calendriers serrés des organisations, la pression économique de maintenir un avantage compétitif maximal et la culture de l'extrême sacrifice omniprésente dans la MMA empêchent cela. Résultat, même lorsque les combattants connaissent les risques, beaucoup préfèrent tenter un cut brutal et rapide, quitte à compromettre leur performance ou bien leur santé. En résumé, le bon weight cutting est techniquement impossible, mais il demande une discipline, une transparence et une planification qui vont à l'encontre de la logique actuelle du MMA de haut niveau. En conclusion, le weight cutting ce n'est pas simplement un problème de science ou de règlement, c'est un problème de culture.
Tant que la victoire importera plus que la santé, tant que faire le poids sera vu comme un acte héroïque plutôt que comme une dérive, tant que l'apparence primera sur la performance réelle, alors l'enfer du weight cutting continuera à broyer silencieusement les corps et les carrières. Le One Championship a tenté une réforme, certains États américains essaient d'imposer de nouveaux protocoles, mais rien n'y fera tant qu'on n'attaque pas le vrai cœur du problème, la mentalité. Former dès le plus jeune âge, éduquer entraîneurs et combattants, valoriser ceux qui combattent à leur poids naturel et non ceux qui sacrifient leur intégrité physique. Le MMA est l'un des arts martiaux les plus beaux, les plus exigeants et les plus respectés au monde. Ne laissons pas cette culture de la destruction silencieuse ternir sa grandeur. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle a changé votre regard sur l'envers du décor du MMA, pensez à vous abonner, liker et laisser un commentaire, cela aide énormément la chaîne à grandir et me permet de continuer à explorer ensemble l'art et la violence. Ici, Art et Violence, merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la brutalité et de la beauté.